Notre groupe est composé de personnes qui sont issues de l'ensemble des métiers judiciaires. Et je crois que c'est là la richesse et la force de notre groupe et de nos réflexions. Il est composé de personnes des services d'enquête, de police et de gendarmerie, de magistrats, d'avocats. Nous avons un directeur pénitentiaire d'insertion et de probation qui est membre du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est le service qui est mandaté par la justice pour assurer le suivi des personnes condamnées, dont les auteurs de violences sexuelles. Et nous avons été récemment rejoints par des étudiants en droit. Cette variété des métiers judiciaires nous permet une approche complète et transverse de la thématique. Elle nous permet de balayer l'ensemble des problématiques juridiques et judiciaires au travers d'une approche globale qui prend en considération la spécificité des infractions, les victimes, mais aussi les auteurs. Afin d'élargir la réflexion du groupe et de ne pas aborder les violences sexuelles uniquement sous le prisme juridique et judiciaire, nous avons souhaité croiser notre réflexion avec celle d'autres groupes. C'est dans cette perspective que nous avons pu participer à une réunion du groupe des thérapeutes, puis à une réunion du groupe des médecins, et que nous avons pu entendre le témoignage de victimes de violences sexuelles. Autant d'expériences qui nous ont permis d'approfondir le parcours pénal d'une victime, de comprendre comment peut être ressentie la prise en charge d'un dossier pénal par la justice française, mais aussi d'aborder le phénomène très important qui a été évoqué de nombreuses fois ce matin, de conscientisation des faits, de nature à remettre en cause les règles actuelles de prescription de l'action publique et d'envisager évidemment le processus de réparation de la victime. Nos échanges ont été très nombreux, ils ont été parfois vifs, mais ils ont surtout été constructifs et notre réflexion s'est peu à peu structurée autour d'un enjeu qui nous est apparu un enjeu d'ordre public majeur. Deux axes de travail ont émergé de notre groupe. Sur le premier axe, nous avons travaillé sur le cadre juridique des violences sexuelles. Quelles sont les définitions actuelles dans le code pénal? Sont-elles suffisamment claires, suffisamment précises? Quelles sont les règles particulières de prescription qui sont attachées aux violences sexuelles? Sont-elles cohérentes et adaptées à la spécificité de ces infractions? Il s'agit de réflexions, et je tiens à le souligner, que nous n'aurions pas pu mener aussi loin sans cette approche croisée que nous avons eue avec les médecins, les thérapeutes et avec les victimes. Le deuxième axe de travail a été également très important. Nous avons tenté, tous ensemble, de reconstituer au plus proche le parcours pénal d'un dossier de violence sexuelle. De la plainte de la victime auprès d'un service de police ou de gendarmerie, jusqu'à la condamnation pénale et la prise en charge après condamnation de l'auteur, en passant par la phase d'instruction du dossier par un juge d'instruction avec son lot d'expertise, et le procès pénal, qu'il ait lieu dans une cour d'assises ou dans un tribunal correctionnel. Chaque acteur judiciaire a pu apporter son expérience et pointer les forces et les faiblesses de notre justice en la matière. Il y a un consensus général qui s'est dégagé, en tout cas de toutes nos discussions, sur le manque de formation des acteurs judiciaires en la matière. De ces deux grands axes de travail, des pistes d'amélioration se sont dégagées. Alors certaines nécessitent des évolutions législatives, et ce sera donc le travail des législateurs. D'autres, finalement, tiennent à une meilleure organisation de la justice dans la prise en charge de ces dossiers. Et surtout, et je crois que c'est vraiment le point dominant de nos réflexions, à une meilleure formation de l'ensemble des acteurs judiciaires. Concernant les pistes d'amélioration du cadre juridique, elles concernent les définitions actuelles qui sont posées par le Code pénal. Aujourd'hui, nous avons schématiquement 3 formes de violences sexuelles. Nous avons le viol, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles. Les définitions aujourd'hui nous paraissent plutôt imprécises et plutôt floues. Pour vous donner un exemple assez parlant, aujourd'hui, les agressions sexuelles sont définies comme des atteintes sexuelles, sans plus de précision. Le Code nous dit « constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». L'imprécision de nos définitions légales nous est apparue assez flagrante. Au-delà, il n'y a même pas aujourd'hui dans le Code pénal de définition générale de ce qu'est une violence sexuelle. Ça n'est pas défini. Tout ceci, évidemment, n'est pas assez précis et nous a conduit à faire des propositions qui nous paraissent aujourd'hui plus lisibles. Premièrement, il faut absolument qu'une définition légale générale introduise le chapitre du Code consacré aux violences sexuelles. Il faut une définition des violences sexuelles. Deuxièmement, il faut que les définitions actuelles soient clarifiées. Et à ce titre, la France pourrait s'appuyer sur l'exemple canadien qui semble beaucoup plus clair et accessible pour les justiciables. Le Code criminel canadien prévoit en effet une seule infraction d'agression sexuelle, mais avec 3 degrés de gravité. Il prévoit une agression sexuelle de niveau 1, dite agression sexuelle simple. Cette agression sexuelle recouvre
tout contact physique de nature sexuelle posé sans consentement de la personne, allant des attouchements à la relation sexuelle complète. Ensuite, il pose une agression sexuelle de niveau 2, qui est une agression sexuelle avec l'usage ou la menace d'une arme, avec la menace de commettre un préjudice à l'encontre d'une tierce personne qui fait partie de l'entourage de la victime, ou avec la menace d'infliger des lésions corporelles. Et enfin, ce code prévoit une agression sexuelle de niveau 3, qui est l'agression sexuelle la plus grave, qui est celle au cours de laquelle la victime a été blessée, mutilée, défigurée, ou encore que sa vie a été mise en danger par l'agresseur. Donc ces définitions qui sont posées par le Canada nous paraissent plus adaptées, plus cohérentes, surtout au regard du préjudice qui est subi par la victime. Les définitions pénales, c'est très important. On a beaucoup travaillé dessus, notamment parce que de ces définitions dépendent des procédures pénales. Schématiquement, en France, lorsque vous êtes victime d'un viol, vous êtes victime d'un crime et vous devez normalement être convoqué devant une cour d'assises pour pouvoir vous porter partie civile et exprimer ce que vous avez subi. Lorsque vous êtes victime d'une agression sexuelle, vous êtes victime d'un délit et c'est normalement devant le tribunal correctionnel que les choses sont jugées. Pour autant, il n'y a aucune étanchéité dans cette distinction puisque les définitions pénales sont floues. C'est ce qui nous a conduit à évoquer le problème de la requalification pénale des faits qui a été effleuré ce matin aussi. C'est un phénomène qui est très courant dans les tribunaux, cette requalification des faits. Cela consiste à changer la qualification initiale qui a été retenue par un magistrat, avec l'accord de la victime, de viol en agression sexuelle, c'est-à-dire de crime en délit, pour que l'affaire puisse être jugée plus rapidement par un tribunal correctionnel et éviter les délais d'attente ou la lourdeur de la procédure en cour d'assises. Pour autant, et je crois qu'on en a pris conscience, ces requalifications peuvent être perçues par les victimes comme un déni de ce qu'elles ont subi ou comme une tentative de minimiser les faits et leurs préjudices. Elles traduisent effectivement une inadaptation des définitions pénales et des procédures qui sont attachées à ces qualifications, dont les distinctions nous semblent parfois artificielles. Comment éviter que ces requalifications, finalement peu lisibles et compréhensibles par les justiciables ? Ça sera une des grandes pistes de réflexion importantes qui sera menée par notre groupe en 2014, avec un débat que je laisse ouvert. Faudrait-il une seule procédure pénale pour juger les violences sexuelles ? La quatrième piste de réflexion, et non la moindre, à porter sur le système de prescription des infractions à caractère sexuel. Ce système est aujourd'hui complexe et apparaît surtout inadapté à la spécificité de ces infractions. De nombreuses contradictions autour de ces règles de prescription ont émergé de nos débats au sein du groupe. Je vais vous livrer les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Tout d'abord, en raison des règles actuelles de prescription, certaines victimes d'un même agresseur peuvent porter plainte alors que d'autres non. Il existe alors de fait une inégalité de traitement des victimes, une inégalité d'accès au service public de la justice et même un risque d'incohérence dans le traitement de l'affaire, puisque certaines victimes, pour qui les infractions ne sont pas prescrites, pourront porter plainte, pourront se constituer partie civile, pourront avoir accès au dossier lors de la phase d'instruction, pourront demander réparation et disposer de toutes les garanties attachées à leur qualité de partie civile. Tandis que d'autres victimes d'un même auteur qui auraient subi des faits parfaitement similaires ne le pourront pas parce que les crimes ou les délits qu'elles ont subis sont prescrits. Elles pourront uniquement être entendues comme témoins et ne pourront jamais être reconnues officiellement par la justice comme victimes. Ces inégalités entre les victimes d'un même auteur en raison des règles de prescription, outre leur incohérence, ne nous semblent pas acceptables. Ensuite, il est ressorti des échanges avec le groupe des thérapeutes et des médecins que des violences sexuelles subies dans l'enfance peuvent se retrouver anesthésiées par la mémoire, on l'a évoqué ce matin, et pourtant ressurgir de la mémoire d'une victime plusieurs années après les faits, à la faveur d'un événement déclencheur, finalement quel qu'il soit. Ce phénomène de résurgence est fréquent, on parle effectivement de conscientisation des faits, et cette conscientisation prend très souvent corps au-delà des délais de prescription. De fait, l'existence même des délais actuels de prescription rend impossible ici encore le recours à la justice pour un certain nombre de victimes. Troisièmement, le problème de la preuve de la matérialité des faits, c'est-à-dire la difficulté à réunir les preuves très longtemps après la commission des faits, est un argument qui est souvent opposé par ceux qui ne souhaitent pas modifier les règles de prescription actuelles. Pourtant, ce problème restera in fine le même que l'enquête démarre aux 38 ans de la victime, c'est-à-dire à sa majorité 18 ans, plus 20 ans de prescription pour les faits les plus graves, ou qu'elle démarre à ses 40 ans, c'est-à-dire hors délai de prescription aujourd'hui. Les difficultés de preuve de ces faits seraient finalement identiques à la limite de la prescription comme au-delà.
Pourquoi accepterait-on d'examiner le dossier, la plainte d'une victime de 38 ans et pas celle d'une victime qui a 39 ans? L'argument des difficultés de preuve ne nous paraît donc pas pertinent, d'autant que parfois l'auteur, et on ne peut pas le négliger, même plusieurs années après les faits, peut être amené à les reconnaître. Enfin, et surtout, ces délais de prescription sont finalement favorables aux agresseurs. Ils peuvent engendrer chez eux un sentiment d'impunité et encourager la perpétration de nouvelles violences sexuelles envers de nouvelles victimes. Le risque de récidive en l'absence de prise en charge et de sanctions par la justice est réel. Et surtout, en l'absence de procès pénal, ces auteurs sont privés d'une obligation de soins. C'est pourquoi, fort de ces constats et de toutes ces incohérences que nous avons relevées et qui caractérisent notre système de prescription actuel, l'imprescriptibilité des violences sexuelles de toute nature pourrait être une réponse adaptée, en dépit du combat difficile qu'il faudra certainement mener pour le faire admettre. Et certains pays proches de nous, comme l'Angleterre et le Pays de Galles, ont d'ores et déjà adopté une imprescriptibilité des crimes sexuels les plus graves. Le deuxième grand axe de travail s'est concentré sur le traitement pénal d'un dossier de violence sexuelle, de la réception de la plainte de la victime jusqu'à l'après-condamnation de l'auteur. En confrontant nos expériences professionnelles respectives et en écoutant les témoignages de personnes ayant eu à connaître ce parcours, il nous est apparu essentiel, et le mot est faible, de repenser certains aspects du parcours pénal de l'auteur et de la victime pour une meilleure appréhension du dossier par la justice et davantage de lisibilité pour les justiciables. Le recours à la justice est une étape difficile, voire parfois douloureuse, et il existe sans conteste des améliorations que nous pouvons apporter dans la prise en charge des dossiers par la justice. Nous avons dégagé quelques pistes de réflexion là aussi qui ne nécessitent a priori pas de nombreuses modifications légales, mais qui militent simplement pour une meilleure organisation de la justice. Il s'agit de faire en sorte de respecter l'exigence d'un délai raisonnable dans le traitement judiciaire d'un dossier. Mais cette exigence, et là je me tourne vers les législateurs, tient évidemment aux moyens que l'on entend allouer à la justice. Il s'agit aussi de limiter peut-être les confrontations et les auditions à ce qui est strictement nécessaire dans la procédure. Peut-être est-il nécessaire de recourir davantage aux enregistrements des auditions pour éviter aux victimes de devoir répéter des faits à de nombreuses reprises, alors que ces faits sont douloureux, à de multiples interlocuteurs et dans un temps parfois long de l'enquête judiciaire. Il faudrait aussi organiser des audiences correctionnelles ad hoc. Même si c'est une pratique que certains tribunaux commencent à mettre en place, il faudrait généraliser un principe d'audience dédiée. Je m'explique. Aujourd'hui, dans notre justice, on a des audiences au cours desquelles une affaire de violence sexuelle peut être traitée au milieu d'une affaire de stupéfiants, de dégradation de biens ou d'escroquerie. Une victime peut être amenée à s'exprimer sur des faits extrêmement graves et extrêmement humains au milieu d'affaires qui n'ont strictement rien à voir avec la sienne. C'est pourquoi l'organisation d'audiences professionnalisées, spécifiques et calibrées serait de nature à permettre des débats plus dignes, plus respectueux et plus sereins. Ensuite, il serait évidemment nécessaire de revoir les modalités de l'obligation de soins pour l'auteur, puisqu'il faut que ces soins soient réellement effectifs et efficaces. Un protocole de soins devra être mis en place, et ça c'est un travail que nous aurons à construire avec les médecins, avec les thérapeutes. On pourrait également envisager la création d'une peine complémentaire d'interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant une durée qui serait fixée par le tribunal. Ce ne serait donc plus une interdiction comme aujourd'hui qui est prononcée dans le cadre d'une peine ou d'une mesure, telle que le suivi socio-judiciaire, le sursis avec mise à l'épreuve ou un aménagement de peine, mais bien une peine autonome, dont la durée pourrait être dès lors adaptée par le tribunal en fonction de la spécificité du dossier et de la nécessité de protéger durablement la victime de son agresseur. De même, il faudra encourager la victime à ne pas se priver d'avertir la justice si l'auteur tente d'entrer en contact avec elle, et ce, à n'importe quelle étape de l'enquête judiciaire et même postérieurement au procès. Cela implique de désigner un interlocuteur ad hoc et que la justice puisse être réactive vis-à-vis de l'agresseur qui cherche à entrer en contact avec la victime. Enfin, le renforcement de la coordination du SPIP, donc du service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec les associations de victimes et l'approfondissement des missions de ce SPIP dans le suivi de l'auteur après la condamnation sont également des pistes de réflexion importantes et qui ont animé nos débats, au même titre que l'évolution du secret partagé entre le SPIP et la sphère médicale. Alors sur ce dernier point, je m'explique. L'idée n'est pas d'avoir accès à toutes les données médicales concernant une personne qui a été contrainte par la justice à une obligation de soins, mais de pouvoir s'assurer auprès du médecin en charge de son suivi que ces soins sont réellement investis par le condamné et de permettre à la justice d'en tirer les conséquences si ce n'est pas le cas.
Le dernier point important de nos réflexions concerne la nécessité de former davantage et véritablement tous les acteurs judiciaires, notamment des formations spécifiques aux auditions et aux entretiens, que ce soit pour les policiers, pour les magistrats, pour les avocats, pour le SPIP. Toutes les personnes qui investissent la sphère judiciaire doivent être réalisées non seulement lors des formations initiales, c'est-à-dire à l'entrée dans les écoles, que ce soit à l'école du barreau, que ce soit à l'école de la magistrature ou dans les écoles de police et de gendarmerie, mais surtout lors des formations continues. Il faut absolument envisager, en tant que professionnel judiciaire, une approche globale et transverse de la matière, qui prenne en compte, au-delà de l'aspect juridique, une dimension médicale, psychologique et sociale des violences sexuelles. Et aujourd'hui, la formation est parfaitement insuffisante. Nous avons abordé un premier travail transverse et concret lors de nos réunions afin de cadrer les missions des experts qui sont désignés par les magistrats dans les dossiers de violences sexuelles. D'une part, nous avons élaboré une trame d'ordonnance de commission d'experts qui essaye de clarifier les missions de l'expert qui doit se prononcer sur un auteur comme sur une victime de violences sexuelles. Et nous avons également apporté notre contribution à une trame de rapport d'expertise qui a été élaborée par le groupe des médecins, qui implique toute une série de questions qui sont très pertinentes, qui sont utiles et nécessaires, que l'expert doit poser pour mener efficacement mais aussi humainement sa mission. Ce rapport et cette trame ont vocation à être proposés aux professionnels qui auront à connaître de violences sexuelles dans le cadre judiciaire. Et l'objectif est d'en faire un modèle de référence, voire de parvenir à rendre cet outil obligatoire dès qu'il s'agit de diligenter des expertises en la matière. Ce travail sur les expertises nous a amené à nous interroger sur la mise en place d'une habilitation particulière violences sexuelles que devrait obtenir tout professionnel judiciaire pour connaître des dossiers de violences sexuelles, à la suite d'une formation qui pourrait être rendue obligatoire. Et ce sera certainement l'un des grands chantiers de réflexion de notre groupe pour 2014. Je vous remercie.